Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ce soir, le thème est celui du paranormal et des entités surnaturelles. Si vous aimez ce que je fais et que vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo, laissez-moi un like et n'oubliez pas de vous abonner. Et c'est parti. J'ai beaucoup d'histoires sur le Mexique. C'est un endroit où il y a beaucoup de mythes et de légendes. Celle-ci m'a été racontée par un ami. Elle concerne son oncle Luis et l'ami de son oncle, Diego, alors qu'ils étaient coincés dans des circonstances horribles. Il y a quelques années, Luis et Diego rentraient chez eux de nuit par la route principale, dans l'état d'Oaxaca. Ils conduisaient un de ces vieux pick-up qui servent à transporter les fruits et légumes du jour. Ils étaient agriculteurs, comme la plupart des habitants de l'État. Oaxaca était très rural à l'époque, et venait tout juste de construire cette nouvelle route. Alors qu'ils rentraient chez eux, Luis a remarqué quelque chose dans le rétroviseur, et a distingué ce qui semblait être un cheval à environ 50 mètres de distance. Il ne pouvait pas vraiment distinguer ses traits, et n'y a pas trop prêté attention. Il a fini par s'endormir sur le siège passager. Pendant son sommeil, Luis a fait un cauchemar, dans lequel il a vu un cheval aux grands yeux noirs s'approcher du côté passager. Ce rêve l'a réveillé en sursaut. Il a repris ses esprits en regardant son ami Diego, qui conduisait. Ce dernier avait un regard terrifié et roulait à plus de 80 à l'heure, ce qui à l'époque était plutôt rapide pour un vieux pick-up. Il lui a demandé pourquoi il roulait si vite. Son ami lui a répondu qu'ils étaient suivis. Il a dit que depuis quelques kilomètres, il voit un cheval dans le rétroviseur et il se rapproche de plus en plus du véhicule. C'est alors que la panique a commencé à s'installer et qu'ils ont tous deux ressenti une peur intense envahir leurs esprits. Ils ont accéléré à 100 à l'heure pour essayer de s'enfuir, mais le claquement des sabots du cheval devenait de plus en plus fort derrière eux. Diego a crié à Luis de ne pas se retourner, de regarder devant eux et surtout de ne pas regarder le cheval, car il semblait les rattraper chaque fois qu'il regardait en arrière. Luis a fermé les yeux à cause de la peur et s'est contenté d'écouter. Le son des sabots est alors devenu assourdissant et Luis a ouvert les yeux par réflexe. À ce moment, il voit les grands yeux noirs du cheval. Il fixe directement son ami Diego depuis le côté passager. C'était comme dans un rêve. Luis a crié à son ami de ne pas le regarder et de garder les yeux sur la route. Ils ont accéléré autant qu'ils le pouvaient, mais le cheval continuait à avancer à vive allure, fixant toujours le conducteur. Lorsque Diego a enfin jeté un coup d'œil, il s'est mis à pleurer, submergé par l'émotion et la panique. C'est à ce moment que le cheval décide enfin de ralentir. Luis jette un dernier coup d'œil derrière lui, et il voit quelque chose de vraiment bizarre. Le cheval se tenait debout, mais il n'avait plus de jambes. Il flottait sur la route, et continuait de les fixer avec ses énormes yeux noirs. Une fois arrivés à destination, ils ont raconté au grand-père de Diego ce qui venait de leur arriver. Il leur a dit que la route qui avait été construite à cet endroit avait traversé directement le territoire sacré des Nahuatl. Il leur a aussi dit qu'ils avaient eu de la chance de passer par cette zone à 7 heures de la nuit et de survivre, parce que tout le monde avait senti que le sol à cet endroit était salado, ou salé, c'est-à-dire chargé d'une énergie néfaste. À l'âge de 14 ans, j'ai eu des visions de mon avenir. La plupart de ces visions étaient simplement des petites choses, comme une chanson dans la voiture, le fait que je sois en classe, que je joue avec un animal de compagnie, ou que je devine ce qu'un ami allait porter en classe. Des choses comme ça. J'ai eu ces visions jusqu'à l'âge de 16 ans, et c'est à ce moment-là que la pire vision que j'ai eue s'est produite. J'ai eu des images de moi en train de me faire tuer dans ma propre maison, par un homme qui portait un masque de Jason. Lorsque j'ai eu cette vision, j'étais la seule personne à la maison. Je portais un pyjama vert avec des points violets, et je me brossais les cheveux
après avoir pris une douche. J'ai ensuite vu l'homme sur le toit de mon jardin et je suis descendu en courant pour essayer de comprendre pourquoi il me suivait. Lorsque j'ai eu cette vision, je n'avais pas encore tout à fait compris. J'ai remarqué que mon chien était dans mon jardin et je ne voulais pas qu'il se fasse tuer. Alors j'ai ouvert la porte pour qu'il puisse rentrer. L'homme est arrivé le premier et il a sorti une machette que mes parents cachent à côté de la porte. J'ai couru vers la salle de bain au 2e étage, mais il m'a rattrapé et m'a poignardé à mort. Comme je l'ai dit, j'ai eu cette vision à l'âge de 16 ans. Depuis ce moment, j'ai commencé à cacher la machette sous les escaliers et de garder mon chien à l'intérieur. J'ai porté le pyjama de ma vision le moins souvent possible. Je fermais à clé toutes les portes de la maison chaque fois que j'étais seul. Et si j'en étais incapable à ce moment-là, je demandais à mes parents de fermer à clé avant de sortir. Vous vous souvenez quand j'ai dit que j'avais demandé à l'homme pourquoi il me suivait? Depuis que j'ai environ 15 ans, je vois quelqu'un me suivre à la sortie de l'école. D'autres fois, je le vois se cacher dans l'obscurité ou surveiller ma maison de l'autre côté de la rue. J'en ai parlé à mes parents et ils ont contacté la police. Certains voisins nous ont soutenus parce qu'eux aussi l'avaient vu. 3 mois environ après la mort de mon chien, j'ai cessé de prendre toutes ces précautions. J'étais encore si effrayé qu'il m'a fallu tout ce temps pour réaliser que maintenant que mon chien était mort, ma prémonition n'allait probablement pas se produire, puisque mon chien en faisait partie intégrale. Environ 4 jours après que j'ai cessé, les infos ont annoncé qu'ils avaient trouvé un tueur dans notre petite ville, qui rentrait chez les gens par effraction et portait un masque de Jason. Aujourd'hui encore, je ne comprends pas pourquoi j'ai eu ces visions, mais je suis certaine que le fait d'en tenir compte m'a sauvé la vie. C'était une fin de soirée d'été, et quelques familles étaient réunies pour une fête d'anniversaire dans la ferme de mon ami. La plupart des gens étaient déjà partis, mais on est resté parce que nos familles étaient de bons amis. Un feu avait été allumé à l'extérieur, et tout le monde était rassemblé autour. Nous étions 4 enfants dans le groupe, et on avait tous environ 9 ou 10 ans. Derrière le feu de camp, il y avait une colline de taille moyenne, et on a décidé tous les 4 de nous rendre jusqu'au sommet, puis de la descendre en nous roulant par terre. On a fait ça plusieurs fois, et on s'est bien amusé. Du haut de la colline, on pouvait voir la ferme d'en face, et sur le côté, il y avait une grange. Il y avait une lumière quelque part près de nous, qui permettait à nos ombres d'apparaître sur le côté de la grange. On a continué à grimper et à redescendre, tout en observant nos ombres en contrebas. Une fois de nouveau au sommet, on a décidé de faire des lettres avec les ombres de nos corps sur le mur de la grange. Nous étions tous alignés, et c'est alors que nous avons remarqué qu'il y avait une 5e ombre sur la grange. Un peu confus, on s'est regardés les uns les autres, cherchant à voir s'il y avait une 5e personne avec nous. Mais ce n'était pas le cas. Je me souviens d'avoir regardé la grange, et la 5e ombre, qui n'avait pas du tout bougé, est immédiatement partie en courant et a complètement disparu de notre vue. Ça nous a terrifiés, et on est redescendu en courant vers nos parents. Je ne sais pas vraiment ce que nous avons vu, mais ça nous a vraiment fait peur. On en parle encore de temps en temps, des années après. Ça s'est passé tard dans la nuit, il y a 15 ans. Mes amis et moi étions en train de marcher à travers la rue principale, en passant devant le cimetière du quartier, Evergreen. Aucun de nos parents n'en avait la moindre idée. Ils pensaient que nous étions tous en sécurité dans la maison de mon ami. Ses parents étaient absents. C'était donc l'endroit idéal pour dormir et une bonne occasion de partir à l'aventure après la tombée de la nuit. Alors qu'on parlait en marchant, mon amie Marissa s'est arrêtée et a crié « Vous avez vu ça ?» On n'avait aucune idée de ce dont elle parlait. Elle nous a dit « C'était une lumière qui volait à travers le cimetière. Dites-moi que vous l'avez vue. » Après quelques discussions, ma meilleure amie du groupe, Casey, m'a regardé.
Elle a penché la tête et a haussé les sourcils. Elle et moi étions connus pour être les plus audacieuses de notre classe. On n'était pas du genre à refuser un défi. Elle et moi avons traversé la rue et grimpé la colline, et nous sommes entrés dans le cimetière. On a pris soin de rester sur le sentier étroit, qui était criblé de mauvaises herbes, qui dépassent des fissures de la pierre. On s'est alors faufilé entre les rangées de tombes, et j'étais incapable de lire les noms de leurs occupants. On s'est rapproché de la limite du cimetière, mettant fin à notre aventure. On n'avait rien vu d'autre qu'un tas de ténèbres. Casey s'est arrêtée. Elle a examiné une dernière fois les alentours et a dit « Il n'y a rien ici. Allons-y. » On a donc repris le chemin qu'on avait emprunté. Je soupire, à moitié déçu. Je ne dirais pas que je crois aux fantômes, mais je suis assez ouverte d'esprit. Si quelqu'un me donnait des preuves tangibles, je resterais quand même un peu sceptique. Je suis le genre de personne qui a besoin de le constater par soi-même. Je pense que j'espérais voir quelque chose de nouveau, tout simplement. Alors que je me retournais, prête à suivre mon ami, loin de cette obscurité, quelque chose a attiré mon attention. C'était une lumière qui venait des bois. J'ai fait volte-face, et mon cœur a alors cessé de battre pendant un instant. Entre deux arbres se tenait la silhouette d'une femme en robe blanche. La femme elle-même était blanche comme neige, et une douce lueur l'entourait. Ses cheveux tombaient en cascade sur ses épaules. Elle ne bougeait pas, et je ne pouvais pas voir son visage, mais Casey la voyait aussi. La femme a alors disparu, comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur. La lueur s'est évanouie, nous laissant, Casey et moi, dans une obscurité totale qui semblait plus sombre qu'avant. Nous avons déguerpi de là à toute allure, sans dire un mot. J'ai couru si vite que j'ai failli me briser la face en descendant la colline. Je n'aurais pas été contre. Cela m'aurait permis de m'échapper plus vite. Peut-être avec quelques égratignures, mais j'aurais volontiers tenté ma chance. Lorsque nous avons rejoint nos amis, on leur a raconté ce qu'on avait vu. La femme blanche comme la neige, qui rayonnait d'une lumière pâle. Marissa a répondu « La lumière que j'ai vue était jaune, pas blanche. » Ni Sarah, ni Marissa ne nous ont cru. Casey et moi avons défendu notre cause, et la discussion s'est poursuivie jusqu'à ce que nous arrivions à la maison de Sarah. À la fin, Sarah et Marissa n'étaient toujours pas convaincues, même si Marissa continuait à parler de la lumière qu'elle avait vue. Pour être tout à fait honnête, Casey et moi avons commencé à douter de ce dont nous avions été témoins. Finalement, je crois qu'on a dû internaliser notre expérience, due à la peur et la paranoïa. On ne pouvait même pas le dire à nos parents, puisqu'ils pensaient qu'on était à la maison. Casey et moi avons cessé d'en parler, et puis on a fini par oublier. 3 ans plus tard, nous étions au lycée. J'étais avec une nouvelle amie, et on traînait chez le marchand de glace local. On était assises à l'extérieur, en train de parler. Après avoir rattrapé le temps perdu, elle m'a dit « Mon ami m'a raconté une histoire effrayante l'autre jour. Tu veux l'entendre ?» Comme j'adore les histoires d'horreur, je lui ai dit oui. Elle a changé de posture pour me faire face, et elle avait les yeux écarquillés. C'est à propos d'Evergreen, le cimetière. Mon ami m'a dit qu'il était hanté. Tu en penses quoi? Lorsque j'ai entendu ces mots, je me suis senti tétanisé. Je n'ai pas voulu la croire, et j'ai tout de suite essayé de changer de sujet. C'est alors qu'elle a poussé un grand soupir, et m'a dit « Non, c'est vrai. Une femme apparaît dans les bois, à l'extrémité du cimetière, généralement entre 2 grands arbres. Les gens l'appellent la Dame en blanc. » J'ai grandi à la campagne, et notre maison était pratiquement entourée de bois. J'ai eu des expériences paranormales que je ne peux pas expliquer, dans la maison et dans la forêt autour. À l'âge de 15 ans, j'ai décidé de faire une randonnée dans les bois. C'était l'été, il faisait chaud, mais comme j'étais dans les bois, j'ai trouvé beaucoup d'ombre. Je me suis perdu dans mes pensées. À un moment, j'ai sursauté, et j'ai réalisé que j'étais au milieu des hautes herbes, qui étaient littéralement plus hautes que ma tête. Je ne pouvais pas deviner où j'étais. Je n'avais jamais été dans cette partie de la forêt auparavant.
J'ai regardé autour de moi pour trouver quelque chose qui m'indiquerait où je me trouvais, mais je n'ai rien trouvé. Je n'ai pu voir ni le mur de pierre qui se trouvait à l'est, ni le ruisseau qui se trouvait dans un ravin au nord, ni même le champ de maïs à l'ouest. Tout ce que je voyais, c'était des arbres et des broussailles épaisses. Lorsque l'on traverse ces broussailles, on peut généralement voir le chemin que l'on a emprunté, mais bizarrement, il n'y en avait pas. Je me suis calmé et j'ai réfléchi à ce qu'il fallait faire. J'ai décidé de me diriger vers l'est, parce que le mur de pierre bordait la majeure partie de la forêt. Si je pouvais trouver ce mur, je pourrais le suivre jusqu'à un champ plus bas et retrouver mon chemin. Au lieu de ça, j'ai fini par trouver le ravin qui menait au ruisseau, mais l'estrade et le champ dans lequel elle se trouvait n'étaient nulle part en vue. J'ai pensé que si je suivais le ravin vers l'ouest, je la trouverais. Un peu plus loin, j'ai trouvé un grand mur de buissons épineux. Au sud, il y avait beaucoup d'arbres. Au nord, il y avait le ravin, avec le ruisseau bloqué par les buissons épineux. Et c'est là que j'entends quelque chose. Je me suis retourné. Au début, le son était faible, mais il était clair. C'était le son d'un battement de tambour. Un battement régulier, comme s'il y avait un cercle de tambour derrière moi dans les bois. Sur le moment, deux possibilités se sont offertes à moi. Soit cette personne allait m'aider à sortir des bois, soit elle allait me tuer. À court d'options, je me suis dirigé vers le son. Alors que je marchais, il ne devenait ni plus fort, ni plus faible. Le bruit était stable. J'ai continué à marcher. Au fur et à mesure que je me rapprochais, le rythme devenait plus distinct. Il s'agissait bien d'un tambour à main, pas d'un grand tambour mais plutôt d'un bongos. J'ai suivi le son jusqu'à ce qu'il s'estompe, mais j'ai entendu des chiens aboyer. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé où je me trouvais. C'était un endroit qui m'était familier. J'ai entendu les tambours à plusieurs reprises lorsque j'étais dans les bois, mais je n'ai jamais compris d'où ils venaient. Je me suis alors souvenu de la dernière fois où ça m'était arrivé. Je marchais avec mon cousin et nous l'avons entendu tous les deux. Nous avons juré que cela venait de plus loin dans les bois, mais nous n'étions pas sûrs de qui le faisait, ni pourquoi. Maintenant, la partie la plus amusante. J'habitais à l'époque à 30 km de cette partie de la forêt, mais maintenant, j'ai acheté une maison à l'autre bout, près de l'endroit où j'ai entendu les tambours. Ce soir, ce qui m'a valu de raconter cette histoire, c'est le fait que j'ai entendu le son d'un tambour provenant de la forêt, alors que j'étais sorti fumer une cigarette. Ça m'a donné des frissons dans le dos. D'abord, quelques mots sur moi et sur la tribu dans laquelle j'ai grandi. Je sais que je ne suis pas censé partager nos informations personnelles sur Internet, alors je vais rester aussi vague que possible, bien qu'une certaine spécificité soit nécessaire pour décrire le contexte de mon histoire et celle des Stickmen. Je suis né dans la tribu des Togateli, dans le centre de l'Alaska, dans les années 1980. Dans une petite ville appelée Nanana, à environ 80 km au sud de Fairbanks. Il y a plusieurs tribus dans les environs, et il y en avait bien plus avant l'arrivée des Russes et des Américains. Je ne veux pas m'identifier accidentellement, au cas où quelqu'un de cette tribu finirait par lire cette histoire. Mais il suffit de dire que les expériences paranormales sont une partie naturelle de mon héritage ancestral. Lorsque j'étais enfant, mes grands-parents et mon père me racontaient des histoires étranges sur les Stickmen. Apparemment, c'étaient des mangeurs d'hommes. Ils aiment particulièrement la chair des enfants, et les nouveau-nés étaient considérés comme des mets délicats par ces esprits de la forêt. Au début de la colonisation du Nanana par les Goussacs, les Blancs, un chasseur est venu d'un pays lointain pour coloniser les terres sauvages de l'Alaska et y chasser l'ours et l'élan. Il a emmené un petit groupe de chasseurs et des guides indigènes dans la forêt, au plus profond de la campagne, jusqu'aux marais fréquentés par les élans et les ours. Ils descendent le long du Tanana, abattant tous les animaux qu'ils voient, écureuils, loups, élans et même des porcs-épics.
les indigènes se taisent et guident les hommes, craignant de remettre en question leur violence et leur gaspillage. Jusqu'à ce que, tard dans la nuit, le chasseur demande à son groupe d'établir un camp et de se reposer. Ils choisirent un endroit tranquille, dans un champ, où ils pouvaient voir tout autour d'eux au cas où les loups décideraient de les embêter. Après le dîner, ils ont sorti leur couverture et se sont endormis, laissant certains se relayer pour surveiller les animaux. Le chasseur s'était endormi rapidement, content sur son lit de fourrure et de couverture. Il rêvait de journées ensoleillées, parfaites pour chasser les fameux grizzlies de la région. Il fut réveillé par un bruit de craquement de bâton. Il trouva ça étrange, parce qu'il se trouvait dans un champ, mais peut-être que c'était simplement les hommes qui rallumaient un feu. Il jeta tout de même un coup d'œil par le rabat de sa tente, pour vérifier l'état du campement. Avec horreur, il a vu des flaques de sang sur le sol, mais pas de cadavre. Il a vu un homme, encore sous ses couvertures, être soulevé parce qu'il semblait être de nombreux petits bâtons, et emporté vers l'extérieur du camp. L'homme s'est réveillé sous l'effet du doux balancement, à moitié convaincu qu'il rêvait encore, et il a crié, alertant les autres chasseurs du camp, qui se levèrent d'un bond et saisirent leurs fusils. Mais ils n'ont pas su sur quoi tirer, parce qu'ils ne voyaient que des bâtons sur le sol qui bougeaient d'une manière impossible. Comme ils n'étaient pas sûrs de ce qui se passait vraiment, ils ont décidé de fuir. Mais alors qu'ils couraient ensemble, ils furent poursuivis par des animaux géants qui ont soudainement surgi des hautes herbes. Le chasseur a pris soin d'attendre que les hommes et les animaux s'éloignent avant de quitter sa tente, sans se retourner au son de leurs cris. Il a couru dans l'autre sens, aussi vite qu'il a pu. Une semaine plus tard, il arrive à Nanana, épuisé et au bord de la mort. Il a raconté son histoire, et il est mort quelques jours après. Il a péri parce qu'il se réveillait constamment en criant s'il essayait de dormir, et il ne pouvait donc pas se reposer. Une version de cette histoire est courante dans ma famille, bien que certains détails changent selon la personne qui raconte. Mon père a vu un stickman lors d'une chasse, et comme le chasseur de l'histoire, il est devenu fou et terrorisé par ce souvenir. On dit que même si les stickmen portent différents noms et se présentent aux gens sous différentes formes, il y a une certaine régularité dans leurs apparitions. Ils se présentent généralement sous la forme de bâtons, qui se cachent dans les arbres et le sol jusqu'à ce qu'on les rencontre. Des fois, ils apparaissent sous la forme d'un animal. Cet animal est généralement décrit comme un grand cerf ou un petit élan, qui peut se déplacer incroyablement vite, compte tenu de la façon maladroite dont il semble se tenir sur ses jambes. Ils apparaissent comme des animaux pâles ou blancs, bien qu'ils le fassent généralement pour intimider les hommes et les femmes. Ce sont des êtres affamés, qui se régalent des imprudents. Lorsqu'une personne voit un stickman, elle peut être hantée pendant des années, voire toute sa vie. Mais dans certains cas, cela est considéré comme une chance. Parce que si un stickman ne s'intéresse pas à vous, cela signifie que vous êtes entouré d'ancêtres puissants. Vous pouvez généralement anticiper leur arrivée parce que toute la forêt devient silencieuse autour de vous, tant qu'il est dans les parages. Et il arrive qu'ils se parlent entre eux, et parfois même directement à leurs victimes. Leur voix est comme un murmure, mêlé au cliquetis des branches sur elles-mêmes. Ne campez pas là où la forêt est silencieuse, et ne regardez pas ces créatures dans les yeux, parce que la peur que vous ressentirez vous rendra fou. Je n'ai jamais vu ces esprits directement. Ma seule expérience avec l'un d'entre eux s'est produite à l'extérieur de Carson City, dans le Nevada. Je roulais seul, dans un gros pick-up, tard dans la nuit, lorsque j'ai remarqué ce que j'ai d'abord pris pour un cerf sur le bord de la route. Mais ce n'était pas un cerf. Il courait comme un chien ou un chat, restant près du sol, dans un mouvement presque liquide, alors que les cerfs rebondissent et galopent. Il se déplaçait à plus de 50 km/h, et lorsqu'il s'est retourné et a dévalé la colline, je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus grand que presque tous les cerfs que j'avais jamais vus, mais qu'il n'avait pas de bois. Je ne sais pas ce que j'ai vécu cette nuit-là, mais quoi qu'il en soit, j'espère ne jamais revoir cette silhouette de ma vie.